Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous allez peut-être être un peu déçus parce que je ne vais pas forcément parler du transport. Mais vous verrez, le transport, il a été dit, il est universel et vous allez le retrouver tout le temps. Mais mon chemin va partir de très loin euh, pour bien évidemment parler de dialogue social. Mais je me suis plus attaché à, à ce que produit la mobilité, ou ce qu'elle ne produit pas, plus qu'au transport. Parce que si je me mets à parler du transport, demain on va y être encore. Hein. Et comme j'ai qu'un quart d'heure, donc on... Alors, en préparant cette intervention, mobilité et pluralité du dialogue social, je me suis dit qu'il serait peut-être utile, au fond, de reprendre les grandes étapes de l'humanité et de dégager pour la mobilité, dans ces dimensions de l'espace et du temps, qui est significative bien évidemment et consubstantielle du transport, et monsieur le sénateur l'a dit tout à l'heure, en Ile-de-France, on ne parle pas en kilomètres, on parle en temps, et ce que ces grandes étapes, au fond, ont produit comme dialogue social, mais au sens général du terme. Alors si je reprends les grandes étapes, je vais commencer loin, puisque je vais commencer par le chasseur-cueilleur, et quand on voit chez le chasseur-cueilleur, c'est la nécessité alimentaire qui, au fond, favorise partage et solidarité. Et les hommes, quand ils vont chasser, ils se protègent mutuellement. Et au fond, c'est le temps du partage et de la solidarité. Et en même temps, c'est l'espace qu'on explore et la notion de temps a peu de dimension. Dès la sédentarisation, c'est les excédents qui généralisent les échanges. Et de manière quasi immédiate, la ville invente le péage urbain. Et en plus, la nuit, elle ferme ses portes. Donc les hommes protègent plus facilement leurs marchandises et leurs biens qu'eux-mêmes. Et la vie est plus rythmée par le temps, puisque la part agricole est importante, donc c'est plus une notion de temps que d'espace. Et les hommes, au fond, s'organisent en corporation, et c'est, dans le dialogue, plus les conflits d'intérêts qui sont gérés que d'autres conflits. La révolution industrielle, bien évidemment, consacre la migration vers la ville, donc là on a un autre type de mobilité, et la concentration de l'habitat. Je le fais vraiment de manière très longue et très rapide. Et au fond, les valeurs changent, le temps devient de l'argent, mais c'est aussi, dans le dialogue, l'instauration un peu plus de la lutte des classes. Et donc que le conflit d'intérêts passe plus dans un conflit de logique. Et il faudra au fond attendre 36 pour se retrouver un peu plus libre de son temps. Et les congés payés, bien évidemment, consacrent aussi la reconquête de l'espace. On peut aller au bord de la mer, on peut partir en vacances. Et donc, on est toujours dans ce dialogue permanent dans le temps et dans l'espace. Sur l'ère du progrès, démocratise bien évidemment les biens et l'espace, c'est l'ère de la résidence secondaire, mais aussi celle du pavillon de banlieue. La vitesse réduit le temps et l'espace, et les hommes et les femmes pendulent pendant la semaine, et le week-end, ils retournent chez eux ou dans leur résidence secondaire. Et le dialogue social produit quoi, au fond? Ça préconise pendant cette ère-là de travailler au pays et de réduire le temps de travail. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, et l'ère du numérique, elle fait quoi? Elle abolit le temps et l'espace. Vous n'êtes plus de Paris ou de Berlin, vous n'êtes plus auvergnat, ça c'est le clin d'œil à Rémi, ou piémontais, vous êtes connecté, suivi, vous avez créé votre profil, vous avez des amis, des dizaines, des centaines, et donc ce dialogue est virtuel, mais il est profondément humain, puisque c'est de la recherche du contact
qui est préconisé. Et dans les transports, cette traduction de ce dialogue virtuel, c'est par excellence l'organisation du covoiturage qui se fait par Internet, qui recrée du lien, on partage son automobile, pas forcément toujours avec des gens qu'on choisit, hein. Et donc c'est un nouvel outil de la mobilité. Et je lisais hier dans le métro, dans la ligne 14, cher à M. Farandou, vous avez une publicité, la ligne 14, à la station Bercy, qui est je ne veux pas faire de la publicité, mais c'est Numéricable. Et Numéricable, sa publicité, c'est vous payez, votre appartement vous coûte assez cher ou trop cher, il vaudrait mieux que vous restiez dans votre appartement. Et sous-entendu, utilisez les outils informatiques, alors pour le loisir, mais vous le savez aussi, bien évidemment pour le travail, et évidemment la notion de télétravail est importante dans le cadre des mobilités. Alors vous allez me dire, il est parti de loin, et quel rapport avec le sujet donc, qui nous occupe du transport et du dialogue social et de la mobilité? Le rapport, c'est que autant la mobilité, c'est la maîtrise du temps et de l'espace, et de son organisation, autant mon propos, il est de retrouver dans le dialogue social un sens à donner à l'utilisation de l'espace et à la notion du temps. Et c'est pour ça qu'il faut une pluralité du dialogue social, parce qu'elle ne concerne pas que M. Farandou et moi-même, si on discute de l'avenir des salariés de Keolis ou des salariés d'une autre entreprise. Et ce dialogue social, cette pluralité, elle existe entre parties prenantes, entre partenaires sociaux, entre citoyens et collectivités territoriales, pour rester juste sur ce focus-là. Je n'oublie pas l'État, bien évidemment, mais juste pour pointer, parce que ça a été dit ce matin, il y a une notion territoriale très forte et une notion, là pour le coup, contrairement au virtuel, très ancrée localement. Alors, à la CFDT, on pense que le dialogue social ne peut pas être seulement l'apanage des syndicalistes et des patrons. Il doit intégrer les autres parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise. Et je donnerai quelques exemples sur le sujet. Et c'est le sens que l'on donne, nous, à la CFDT, quand on parle de développement durable, dans ces trois dimensions. Et le syndicaliste, il doit sortir de l'entreprise, parce qu'il faut qu'il aille interroger les autres parties prenantes pour vérifier l'effectivité des accords qu'il signe dans l'entreprise. Et l'exemple a été cité sur les personnes à mobilité réduite. On signe de merveilleux accords d'insertion des personnes handicapées pour l'accès à l'emploi, pour le maintien à l'emploi. Mais est-ce que vous avez fait avec une personne handicapée son parcours domicile-travail ou son parcours domicile, la bibliothèque ou autre? Et je reviens aussi sur la signalétique. Enfin, moi, je l'ai fait. Vous les découragez complètement de prendre un emploi. Puisque vous avez déjà essayé d'utiliser l'ascenseur sur un quai de RER, et est-ce que vous avez essayé de passer un tourniquet en fauteuil roulant? Essayez et vous verrez le résultat. C'est extrêmement compliqué parce que ça ne fonctionne pas, ou ça a été dégradé, ou il n'y a pas assez, aux heures où vous passez, le personnel n'est pas là ou occupé à autre chose. Et donc, il y a une prise en charge. Et donc, nous, dans l'entreprise, on est très contents de nos accords. C'est merveilleux. On dit, voilà, on a augmenté le pourcentage de personnes handicapées. Seulement, le problème, c'est que comme on ne s'est pas occupé de savoir comment, s'ils pouvaient effectivement venir au travail, et bien là, il y a une difficulté. Et donc, ce Farandou a dit sur les PMR, on est très fiers du travail fait parce qu'on les prend en charge depuis leur domicile. Je pense que nous, syndicalistes, dans cet échange avec l'extérieur de l'entreprise, on est en capacité aussi de contribuer
à améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite, au-delà de la loi, au-delà de tout ce qui doit être fait. C'est le même cas dans les négociations qu'on a dans les plans de déplacement d'entreprise. De la même manière, si on ne prend pas en compte l'extérieur, l'environnement d'entreprise, on aura des difficultés, on pourra faire tout ce que l'on souhaite, d'amélioration des conditions de travail, on aura oublié une grande partie des éléments de la mobilité. Et donc, on a aussi, ça a été évoqué, le même sujet sur santé au travail et bien évidemment qualité de l'air. Les particules dans les espaces publics, que ça soit issu du diesel ou autre, hein, il n'y a pas seulement celle-là, entraîne une dégradation, bien évidemment, de la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Alors, vous l'aurez compris, hein, à ce stade de mon exposé, le syndicaliste est un partenaire social, bien évidemment. Mais c'est un partenaire social quand il négocie. Le reste du temps, il est syndicaliste. Parce que sa vision, ses points de vue, ses valeurs, ses actions ne sont pas celles d'un partenaire, mais d'un militant. Donc il fait valoir son point de vue, il négocie certes, mais il y a toujours, de plus en plus, un petit abus de langage ou une dérive sémantique de considérer les syndicalistes comme des partenaires sociaux. Oui, ils le sont, bien sûr, mais quand ils sont dans une action de négociation générale. Le reste du temps, ils poussent à faire valoir, comme toute partie prenante, ses points de vue et ses revendications. Et donc, dans cette expression-là, bien évidemment, on est dans l'exercice de la démocratie. Et que cette démocratie, elle passe bien évidemment par le dialogue entre le citoyen et les collectivités territoriales également. Et depuis les lois Grenelle, vous savez qu'on est dans une gouvernance à 5, maintenant à 6. Je ne vous dis pas en pratique la difficulté parfois d'organiser le dialogue à 5 ou à 6, mais Michel Dubromel qui est là pourrait en dire beaucoup plus que moi sur le sujet, mais très clairement, c'est le nouveau mode d'exercice de la démocratie. On ne peut plus se cantonner à sa seule vision sur le dialogue social. Et donc nous on demande depuis longtemps, depuis plusieurs années, dans les appels d'offres du transport public, mise en place de critères sociaux, environnementaux et de qualité de service. M. Bruno Gazeau le sait, puisqu'on lui a exposé tous ces aspects-là. Et pourquoi on demande ça? Parce que dans les éléments de préparation des appels d'offres de transport public, c'est justement la prise en charge et la prise en compte de tous ces éléments du dialogue social sur le territoire. Et c'est pour nous un vrai exercice de démocratie. Alors, la mobilité, on le voit bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien la maîtrise de l'espace et du temps, et le sens qu'on doit donner à cette maîtrise et à cette organisation, ça passe donc par la recherche permanente de la cohésion sociale. On a dit le transport est universel, il est bien évidemment le créateur de cohésion sociale. Il n'est pas question d'envisager le transport sans penser urbanisme, sans penser logement, sans penser stationnement, sans penser éducation, sans penser accès aux équipements publics, et qu'il faut avoir cette vision-là. Mon parcours dans le temps était pour expliquer et pour démontrer ça. Et nous, on demande depuis 2008 régulièrement, et c'est inscrit dans nos textes de congrès, on demande qu'il y ait la création d'une autorité, on n'est pas les seuls, une autorité organisatrice de mobilité durable, qui combine sur le territoire tout ce que j'ai indiqué.
Parce qu'on voit bien, ça a été évoqué, les effets désastreux de l'étalement urbain et de son corollaire, sa conséquence qui nous intéresse au plus grand point, qui est la paupérisation des salariés. On est rejeté de plus en plus loin, on est obligé d'avoir une voiture et on a de moins en moins de moyens pour le faire. Mais la paupérisation vient aussi de la précarité du travail et de la précarité des contrats de travail. Aujourd'hui, il y a 18% de salariés qui travaillent à temps partiel, et dans ces 18% de salariés qui travaillent à temps partiel, c'est 82% de femmes. Et on sait que les femmes combinent beaucoup plus que les hommes vie professionnelle et vie personnelle. Et là, de manière beaucoup plus contrainte que tous les éléments qu'on pourrait faire valoir sur la combinaison de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Et donc, cette précarisation des contrats de travail, elle doit passer par une sécurisation de ces contrats. Il faut que les entreprises prennent la mesure de ce que produisent ces contrats précaires, et il faut une utilisation beaucoup plus responsable avec un encadrement de ces contrats de travail. Il y a du temps partiel dans le transport urbain, il y en a dans l'interurbain, il y en a partout. Il est peut-être un peu plus encadré dans certains endroits, mais en tout cas, là je parle de ceux qui sont au-delà des entreprises de transport. On ne ferait pas le catalogue des problèmes dans les entreprises de transport. Aujourd'hui, la quasi-totalité des conventions collectives, dans les premiers niveaux de grille, on est dans des niveaux de salaire en dessous du SMIC. Je ne parle pas spécifiquement de l'urbain, mais plutôt des autres branches du transport. Et donc, on est là dans la jonction entre l'entreprise et l'extérieur, et dans ce dialogue, pour améliorer, on ne peut pas séparer, en tout cas nous syndicalistes, on ne peut pas se cantonner à rester uniquement dans l'entreprise en ignorant l'extérieur, et donc on est là vraiment dans la construction d'un dialogue social plus large, dont les syndicalistes, bien évidemment, sont légitimes à Paris. Je crois que je suis au quart d'heure, voilà. Et donc je vais conclure, et je vais conclure au fond en revenant à mon chasseur-cueilleur. Voilà. Parce que moi j'aime bien, comme lui, mais plus par choix que par nécessité, cultiver partage et solidarité. Voilà, je vous remercie. Merci André Milan. Et peut-être à ce moment du débat, nous allons faire une petite intermède questions-réponses. Simplement, j'ai une petite réflexion. Bon, le sénateur a dû nous quitter, mais effectivement, on a beaucoup parlé de chiffres et de financement. Et la question est sans doute très actuelle, qui est la plus actuelle, c'est peut-être de retrouver une certaine sincérité, et sincérité veut dire un peu sérénité en le domaine, par rapport aux différents schémas interministériels concernant le développement des infrastructures de transport. Vous savez que de très nombreux investissements ont été annoncés ces 2 dernières décennies, et il faut retrouver un petit peu de logique et de sérieux quant à l'annonce de construction d'une multitude d'infrastructures, voies de navigation intérieure, lignes à grande vitesse, et les nécessités budgétaires du temps, bien sûr, nous y obligent, mais j'espère aussi que c'est une forme de sincérité de la part des politiques par rapport aux citoyens d'éviter des effets d'annonce dont on sait qu'elles seront fort peu concrétisées.
Donc, et s'il y avait s'il y a une ou deux questions dans la salle pour nos trois intervenants, oui. Charles. Alors, Charles, ensuite monsieur. Oui, ça fonctionne, non? Ça fonctionne, c'est bon.